Dans les archives judiciaires de la Nouvelle-Orléans, une ligne barrée à l'encre noire interdit encore aujourd'hui l'accès à un dossier daté de 1847. Le registre mentionne simplement « Affaire Beaumont, classification permanente, ordre du gouverneur par intérim ». Personne ne devait savoir ce qui s'était réellement passé dans cette plantation des Bayous ce printemps-là, quand la femme la plus puissante de Louisiane disparut sans laisser de traces. Avant de plonger dans cette histoire enfouie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Chaque histoire que je raconte pourrait avoir eu lieu près de chez vous, dans un passé qu'on préfère oublier. L'année 1847 marquait une période de prospérité apparente pour la Louisiane. 2 décennies après son intégration définitive aux États-Unis, l'État connaissait un essor économique sans précédent grâce au coton et à la canne à sucre. La Nouvelle-Orléans brillait comme le 3e port le plus important du pays, attirant des fortunes européennes et des aventuriers de tous horizons. Mais cette richesse reposait sur un système que certains commençaient à questionner en privé, même si publiquement personne n'osait élever la voix. Les plantations s'étendaient le long du Mississippi comme des royaumes féodaux, chacune gouvernée par son propre maître absolu. Les familles patriciennes rivalisaient de luxe et d'influence, construisant des demeures majestueuses qui imitaient les châteaux français, installant des jardins à la française, important des meubles de Paris et des vins de Bordeaux. Dans les salons lambrissés, on parlait français avec affectation, on organisait des bals somptueux, on discutait politique et commerce en sirotant du cognac dans des verres de cristal. À 70 kilomètres au sud de la Nouvelle-Orléans, là où le fleuve se divise en multiples bras avant de rejoindre le golfe du Mexique, se dressait le domaine des Beaumont. 3000 hectares de terre fertile, 450 âmes asservies, une raffinerie de sucre qui fonctionnait jour et nuit pendant la saison de récolte. La demeure principale, baptisée Belle-Rivière, s'élevait sur 3 étages, avec une colonnade blanche visible depuis le fleuve. Les voyageurs qui descendaient vers le delta connaissaient ce repère. Quand on apercevait Belle-Rivière, on savait qu'on approchait des régions sauvages où le Mississippi perdait son identité dans les marécages. Édouard Beaumont avait 48 ans en 1847. Gouverneur de Louisiane depuis 3 ans, il partageait son temps entre la capitale à Bâton Rouge et sa plantation. Grand, le visage taillé à la serpe, les cheveux gris peignés en arrière avec soin, il incarnait l'autorité sans ostentation. On le respectait pour son pragmatisme, sa capacité à naviguer entre les factions politiques, son sens des affaires. Il avait bâti sa fortune personnelle avant d'hériter du domaine familial, doublant la production de sucre en 10 ans grâce à des méthodes modernes qu'il avait étudiées lors d'un voyage à Cuba. Sa femme, Céleste, avait 29 ans. Fille d'un armateur de Charleston, elle avait épousé Édouard 9 ans plus tôt dans ce qui était considéré comme le mariage de l'année. Belle, cultivée, élégante, elle régnait sur la société de la Nouvelle-Orléans avec une grâce naturelle que les autres femmes tentaient vainement d'imiter. Ses robes venaient de Paris, ses bijoux faisaient l'envie de toutes, ses réceptions étaient des événements dont on parlait pendant des mois. Mais ceux qui la connaissaient vraiment percevaient sous le vernis une intelligence aiguë et une volonté de faire. Céleste Beaumont n'était pas simplement une épouse décorative. Elle gérait les aspects domestiques du domaine avec une efficacité redoutable. Tenait les comptes de la maison, supervisait un personnel nombreux, recevait les visiteurs importants quand son mari était absent. Le couple n'avait pas d'enfants, fait murmurer dans les cercles mondains avec une curiosité malsaine. Certains y voyaient une punition divine, d'autres une stérilité médicale, d'autres encore murmuraient que le gouverneur passait trop de temps loin de son épouse. Mais jamais en public on évoquait ce sujet. Les Beaumont maintenaient une façade parfaite, apparaissant ensemble lors des événements officiels, souriant au bon moment, incarnant le couple idéal de la haute société louisianaise. La plantation fonctionnait comme une petite ville autarcique.
Autour de la grande maison s'organisaient les bâtiments nécessaires à la vie et à la production. Les écuries, la forge, la menuiserie, la cuisine extérieure, la buanderie, la glacière, les entrepôts. Plus loin, alignés en rangées géométriques, se trouvaient les cabanes où vivaient les esclaves. Au-delà encore s'étendaient les champs de canne à sucre qui ondulaient sous le vent chaud venant du Golfe. La raffinerie, avec sa cheminée qui crachait une fumée noire pendant la saison de broyage, se dressait près du quai où accostaient les bateaux à vapeur venant chercher les barriques de sucre destinées au marché du Nord. Cette organisation reflétait la hiérarchie rigide qui gouvernait la vie du domaine. Au sommet, le maître et sa famille. Juste en dessous, les contremaîtres blancs, hommes durs venus d'Écosse ou d'Irlande, qui faisaient régner l'ordre dans les champs. Puis les esclaves domestiques qui travaillaient dans la maison et jouissaient de certains privilèges relatifs. Et enfin, la masse des travailleurs des champs, dont l'existence se résumait à un labeur épuisant du lever au coucher du soleil. Parmi les esclaves domestiques de Belle-Rivière, se trouvait un homme nommé Mathias. Âgé de 26 ans, il avait été acheté 7 ans auparavant, lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans. Son histoire personnelle restait floue, comme celle de la plupart des gens de sa condition. On savait qu'il venait de Virginie, qu'il avait appartenu à une famille de planteurs de tabac tombés en faillite. Il parlait un français excellent, lisait et écrivait, compétence rare qui avait attiré l'attention d'Édouard Beaumont lors de la vente. Le gouverneur cherchait alors un secrétaire personnel, quelqu'un capable de l'accompagner dans ses déplacements, de tenir sa correspondance privée, de gérer certains documents confidentiels. Mathias était devenu bien plus qu'un simple secrétaire. Grand, les épaules larges, le regard intelligent, il possédait une dignité naturelle que même sa condition ne parvenait pas à effacer complètement. Édouard lui faisait confiance pour des tâches délicates, le consultait parfois sur des questions complexes, appréciait son jugement. Cette proximité inhabituelle avec le maître lui conférait un statut particulier parmi les autres esclaves, mélange de respect et de méfiance. Mathias dormait dans une petite chambre près du bureau du gouverneur, mangeait mieux que les autres, portait des vêtements de meilleure qualité. Mais il restait un esclave, une propriété, un être humain privé de liberté et de droit. L'hiver de 1846 avait été exceptionnellement pluvieux. Le Mississippi était monté dangereusement, menaçant les digues. En janvier, Édouard Beaumont avait dû partir précipitamment pour Bâton Rouge afin de coordonner les efforts de protection contre les inondations. La session législative s'annonçait longue et difficile. Le gouverneur envoyait régulièrement des messages à son épouse, l'informant qu'il ne pourrait rentrer avant plusieurs semaines. Céleste se retrouvait donc seule à Belle-Rivière, responsable du domaine en l'absence de son mari. C'est durant cette période que quelque chose commença à se fissurer sous la surface lisse de la vie à Belle-Rivière. Personne ne pouvait dire exactement quand, ni comment. Les changements furent d'abord imperceptibles, comme ces fêlures microscopiques qui apparaissent dans le cristal avant qu'il ne se brise. Au début du mois de mars 1847, une servante nommée Prudence remarqua quelque chose d'inhabituel. Elle travaillait à Belle-Rivière depuis 15 ans, connaissait les moindres routines de la maison, les habitudes de chacun. Ce matin-là, en montant le petit déjeuner à Madame Beaumont comme elle le faisait chaque jour, elle trouva la porte de la chambre déverrouillée. Céleste était déjà levée, habillée, assise à son secrétaire près de la fenêtre. Rien d'anormal en apparence, sauf que Madame ne se levait jamais avant 9 heures. Il était à peine 7 heures. Les jours suivants, le phénomène se répéta. Céleste Beaumont modifiait imperceptiblement son emploi du temps. Elle passait plus de temps dans la bibliothèque, cette pièce au rez-de-chaussée où le gouverneur conservait sa collection de livres et de documents. Elle, qui n'y entrait que rarement, y séjournait désormais pendant des heures. Quand Prudence venait nettoyer, elle trouvait des volumes sortis des rayonnages, ouverts sur la grande table, des traités de philosophie, des récits de voyage, des essais politiques. Un après-midi, Prudence aperçut Mathias sortir de la bibliothèque alors que Madame y travaillait.
Il portait une pile de livres, rien d'extraordinaire. Le secrétaire avait accès à cette pièce pour les besoins du gouverneur. Mais quelque chose dans la manière dont il referma doucement la porte, dans le regard qu'il jeta autour de lui avant de s'éloigner, éveilla une inquiétude diffuse chez la servante. Elle n'en parla à personne. Que dire de toute façon? Madame Beaumont lisait dans la bibliothèque de son mari. Le secrétaire transportait des livres. Rien de répréhensible. Pourtant, Prudence commença à observer avec plus d'attention. Elle nota que Céleste convoquait régulièrement Mathias pour des tâches qui semblaient ne jamais exister auparavant. Faire l'inventaire des livres, réparer les reliures abîmées, cataloguer les documents. Ces rencontres se déroulaient toujours dans la bibliothèque, porte fermée. Parfois, Prudence entendait des voix en passant dans le couloir. Des conversations, pas simplement des ordres donnés et exécutés. Des échanges qui duraient. D'autres membres du personnel domestique commencèrent à percevoir ces anomalies. Josiah, le majordome, homme âgé qui servait la famille depuis 30 ans, fronça les sourcils quand madame lui demanda de veiller à ce que personne ne dérange la bibliothèque pendant que Mathias y travaillait. Marcus, le valet qui s'occupait des appartements du gouverneur, remarqua que certains documents personnels du maître avaient été déplacés. Des lettres, des journaux intimes, des papiers que normalement seul Édouard consultait. Un soir de la mi-mars, Thomas Callahan, le contremaître principal, vint trouver Josiah. C'était un Irlandais rude, au visage buriné par le soleil, qui gérait les équipes de travailleurs avec une poigne de fer. Il buvait trop, jurait constamment, mais connaissait son métier et faisait produire les chants mieux que quiconque. « Il se passe quelque chose de pas normal », dit-il sans préambule. Josiah leva les yeux de ses comptes. « De quoi parles-tu » ? Ce nègre, Mathias, il devient arrogant. Il regarde les gens différemment, comme s'il se croyait au-dessus de sa condition. Le majordome soupira. Mathias a toujours été différent. Le maître lui accorde une certaine latitude. C'est pas ça. Callahan s'assit lourdement. Hier, je l'ai croisé près des écuries. Il portait une chemise neuve, propre, repassée. Il sentait le savon de qualité, pas cette cochonnerie qu'on donne aux domestiques. Et il m'a regardé droit dans les yeux, sans baisser la tête. Aucun esclave fait ça avec un contremaître blanc. Josiah ne répondit pas immédiatement. Il pensait à ses portes fermées, ces conversations qu'il entendait sans comprendre les mots, ce changement subtil dans l'atmosphère de Belle-Rivière. « Je surveille », finit-il par dire. « Mais sois prudent avec tes accusations. Le maître apprécie Mathias. Si tu lances des rumeurs sans preuve... » « Je lance pas de rumeurs, je constate. Et je suis pas le seul. Plusieurs gars ont remarqué. » Cette conversation marqua un tournant. Une fois l'attention éveillée, les observations se multiplièrent. On nota que Madame Beaumont descendait parfois dans les jardins en fin d'après-midi, prétendument pour se promener, et que Mathias se trouvait souvent dans les parages, taillant les haies ou réparant une barrière. On remarqua que les repas de Madame étaient montés de plus en plus tard le soir, comme si elle attendait que le personnel se retire. On surprit des regards échangés lors du dîner, quand Mathias servait à table, des regards qui duraient une fraction de seconde trop longtemps. Fin mars, une lettre arriva de Bâton Rouge. Le gouverneur annonçait qu'il ne pourrait rentrer avant le début du mois d'avril. La session législative traînait en longueur, des désaccords compliquèrent les débats. Sa présence était indispensable. Il faisait confiance à son épouse pour gérer le domaine. Le soir où cette lettre fut reçue, Prudence monta le dîner de Madame Beaumont comme d'habitude. Elle frappa, attendit l'autorisation d'entrer. Quand elle poussa la porte, elle trouva Céleste debout près de la fenêtre, le visage tourné vers l'obscurité du parc. La pièce n'était éclairée que par une seule lampe, créant des ombres dansantes sur les murs. « Posez le plateau sur la table », dit Céleste sans se retourner. Prudence obéit, puis se dirigea vers la porte. Mais au moment de sortir, elle entendit sa maîtresse murmurer quelque chose. Un seul mot, prononcé si bas qu'elle crut d'abord avoir mal entendu. Mais non, le mot était clair. « Demain ». La servante referma la porte, le cœur battant. À qui madame parlait-elle? Il n'y avait personne d'autre dans la chambre, sauf si...
Prudence descendit rapidement l'escalier. Dans le hall, elle croisa Mathias qui montait justement. Il portait un volume relié de cuir, l'un de ces registres où le gouverneur tenait ses notes personnelles. Leurs regards se croisèrent. Mathias ne baissa pas les yeux. Il sourit même légèrement, d'un sourire qui glaça Prudence jusqu'aux os. Ce n'était pas le sourire servile d'un esclave. C'était le sourire de quelqu'un qui possède un secret, un pouvoir. La nuit du 30 mars 1847 fut particulièrement chaude pour la saison. Une chaleur moite montait des bayous, chargée d'humidité et de senteurs végétales. Aucun souffle de vent ne venait rafraîchir l'air. Dans les cabanes des esclaves, les gens peinaient à dormir, allongés sur leurs paillasses, écoutant le chœur des grenouilles et des insectes nocturnes. Dans la grande maison, Josiah effectuait sa ronde habituelle avant de se retirer. Il vérifiait que toutes les portes étaient fermées, que les lampes étaient éteintes, que tout était en ordre. En passant devant la bibliothèque, il remarqua un ray de lumière sous la porte. Quelqu'un se trouvait encore à l'intérieur alors qu'il était près de minuit. Il hésita, la main sur la poignée. Devait-il vérifier? Après un moment d'incertitude, il frappa doucement. Aucune réponse. Il frappa plus fort. Toujours rien. Il entr'ouvrit la porte. La pièce était vide. Une lampe à huile brûlait sur le bureau, éclairant des papiers éparpillés, des livres ouverts, un verre de cognac à moitié vide. Josiah fronça les sourcils. Madame ou Mathias avait dû oublier d'éteindre avant de partir. Il s'avança pour souffler la flamme, remarquant au passage les documents qui traînaient. Des lettres personnelles du gouverneur, des pages de son journal intime, des comptes privés. Un bruit le fit se retourner brusquement. Dans le couloir, des pas s'éloignèrent rapidement. Des pas furtifs, comme quelqu'un qui ne voulait pas être entendu. Josiah se précipita vers la porte, scruta l'obscurité du corridor. Une silhouette disparaissait au bout du passage, trop loin pour être identifiée. Mais il eut le sentiment que c'était une femme, d'après la forme et la démarche. Le majordome retourna dans la bibliothèque, éteignit la lampe, referma soigneusement à clé. Mais en remontant dans ses quartiers, il ne put chasser un malaise grandissant. Quelque chose de grave se tramait à Belle-Rivière. Il le sentait dans ses os, avec cette certitude que donnent 40 ans d'expérience. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Céleste Beaumont changea visiblement. Elle, qui avait toujours été d'une rigueur exemplaire dans la gestion de la maison, commença à négliger certaines tâches. Les menus des repas n'étaient plus vérifiés avec son attention habituelle. Les comptes restaient non signés sur son secrétaire. Elle annulait des visites prévues, prétextant des migraines ou des malaises. Elle passait des heures enfermée dans sa chambre, refusant qu'on la dérange. Mathias, lui aussi, changea. Son attitude devint plus assurée, presque hautaine. Il donnait des ordres aux autres esclaves domestiques, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il exigeait que ses vêtements soient mieux entretenus, que ses repas lui soient servis à des heures précises. Quand Callahan, le contremaître, tenta de le réprimander pour son comportement, Mathias répliqua qu'il agissait sous les ordres directs de Madame Beaumont et que le contremaître n'avait pas à s'en mêler. Cette insubordination aurait normalement mérité un châtiment sévère. Mais quand Callahan alla se plaindre auprès de Céleste, celle-ci le reçut froidement et lui dit que Mathias accomplissait effectivement des tâches importantes pour elle, qu'il devait être laissé tranquille. Le contremaître ressortit de l'entretien rouge de colère et d'humiliation. Le 8 avril, Édouard Beaumont envoya un télégramme annonçant son retour pour le 15. La nouvelle se répandit rapidement dans le domaine. Josiah remarqua que Madame sembla troublée en lisant le message. Elle le relut plusieurs fois, les mains tremblantes, puis le froissa et le jeta dans la cheminée. Ce soir-là, Prudence entendit des éclats de voix venant de la bibliothèque. Elle s'approcha, l'oreille contre la porte. C'était la voix de Madame, tendue, presque désespérée. « Nous n'avons plus le temps. Il rentre dans une semaine. » Une voix d'homme répondit, trop basse pour que Prudence distingue les mots. Puis Céleste de nouveau. « Je sais les risques, mais je ne peux plus continuer ainsi. Je préfère tout perdre plutôt que... »
La phrase resta inachevée. Prudence s'éloigna rapidement, le cœur battant. Elle descendit aux cuisines où Josiah prenait son thé du soir. Le majordome leva vers elle un regard interrogateur. « Il faut que je vous parle », murmura-t-elle. Ils sortirent dans la cour, loin des oreilles indiscrètes. Sous le ciel étoilé, Prudence raconta tout ce qu'elle avait observé, entendu, deviné. Josiah l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus sombre. « Seigneur Dieu », finit-il par murmurer, « si c'est ce que je pense, oh, qu'allons-nous faire ?» Le vieux majordome resta longtemps silencieux, pesant les options. « Rien pour le moment. Nous n'avons aucune preuve tangible, juste des soupçons. Si nous accusons madame sans fondement et que nous nous trompons, nous serons chassés. Mais si nous avons raison, » il secoua la tête. « Attendons le retour du maître. S'il y a quelque chose à révéler, ce sera à lui de le découvrir. » Mais les événements allaient prendre une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Le 11 avril au matin, un incident apparemment anodin déclencha une série de réactions en chaîne. Marcus, le valet, entra dans le bureau du gouverneur pour y faire le ménage. Il trouva des tiroirs ouverts, des dossiers sortis, des papiers en désordre. Normalement, Mathias rangeait toujours soigneusement après avoir travaillé. Cette négligence était inhabituelle. Mais ce qui alarma vraiment Marcus, ce fut la découverte que le petit coffre-fort personnel du gouverneur, dissimulé derrière un panneau de boiserie, avait été ouvert. Le valet courut prévenir Josiah. Les deux hommes retournèrent au bureau, examinèrent le coffre. Il ne semblait rien manquer à première vue. Les liasses de billets étaient là, les documents importants, les bijoux de famille. Mais en regardant plus attentivement, Josiah remarqua que certains papiers avaient été déplacés. Et surtout, le testament personnel du gouverneur, normalement rangé dans une enveloppe scellée, se trouvait maintenant dans une enveloppe différente, non scellée. « Quelqu'un l'a lu », dit Josiah d'une voix blanche. « Quelqu'un a ouvert ce testament. » La seule personne, à part le gouverneur lui-même, qui connaissait la combinaison du coffre était Mathias. Édouard la lui avait confiée quelques années auparavant, pour des raisons pratiques, en cas d'urgence. Cette confiance avait été un privilège extraordinaire pour un esclave. Josiah prit une décision rapide. Il ordonna à Marcus de surveiller discrètement Mathias, de noter tous ses déplacements, toutes ses activités. Lui-même allait observer Madame Beaumont. Il fallait savoir ce qui se tramait avant le retour du maître. Cette surveillance révéla rapidement des informations troublantes. Marcus découvrit que Mathias se rendait régulièrement aux écuries tard le soir, prétendument pour vérifier les chevaux. Mais il n'y restait jamais longtemps. Il ressortait après quelques minutes, regardait autour de lui avec prudence, puis retournait vers la maison principale. Curieux, Marcus le suivit une nuit. Il vit Mathias entrer par une porte de service rarement utilisée, celle qui donnait sur l'aile ouest où se trouvaient les appartements privés de Madame Beaumont. De son côté, Josiah observa que Céleste passait beaucoup de temps à écrire. Des lettres qu'elle cachait ensuite dans le tiroir secret de son secrétaire. Une après-midi, profitant d'une absence momentanée de sa maîtresse, Josiah força le tiroir avec une épingle. Il trouva plusieurs lettres non envoyées, toutes adressées à la même personne, maître Henri Lavergne, avocat à la Nouvelle-Orléans. Il n'eut pas le temps de lire le contenu en détail, mais il aperçut des phrases qui lui glacèrent le sang. Annulation de mariage, séparation de biens, demande de protection légale. Madame Beaumont envisageait de quitter son mari. Cette découverte était déjà suffisamment choquante. Mais pourquoi? Quel lien avec Mathias? Et pourquoi consulter ce testament? Le 12 avril, Josiah décida de confronter directement Mathias. Il attendit que celui-ci termine son travail dans le bureau du gouverneur, puis l'interpella dans le couloir. « Il faut qu'on parle. » Mathias le regarda avec un mélange de défi et de prudence. « À quel sujet ? » ?»« Tu sais très bien de quoi je veux parler, ce qui se passe entre toi et madame. » Le visage de Mathias se ferma. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne me prends pas pour un imbécile. » Josiah baissa la voix, jeta un regard autour de lui.
Je ne sais pas exactement ce que vous manigancez tous les deux, mais je sais que c'est grave. Le coffre du maître a été ouvert, son testament a été lu. Madame écrit à des avocats. Il saisit le bras de Mathias. Arrête tout ça maintenant, avant qu'il soit trop tard. Le gouverneur rentre dans 3 jours. S'il découvre... Mathias se dégagea brusquement. Vous ne comprenez rien, rien du tout. Sa voix tremblait, mélange de colère et d'autre chose, peut-être de la peur. Madame Beaumont n'est pas celle que vous croyez. Le gouverneur non plus. Il y a des choses dans cette maison, des secrets qui... Il s'interrompit comme s'il en avait déjà trop dit. Quel secret? Demandez au gouverneur ce qu'il a fait en 1838, demandez-lui ce qui est arrivé à sa première épouse. Josiah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelle première épouse? Le gouverneur n'a jamais été marié avant Madame Céleste. Mathias eut un sourire amer. C'est ce qu'on raconte officiellement, mais ce testament que j'ai lu, il raconte une autre histoire. Une histoire enterrée, effacée des registres, oubliée par tout le monde. Sauf que Madame l'a découverte, et maintenant, elle sait. Il se pencha vers Josiah, le regard brillant d'une intensité fiévreuse. Vous voulez savoir le vrai secret de Belle-Rivière? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Madame, c'est ce que le gouverneur a fait il y a 9 ans. Et pourquoi il ne peut jamais laisser la vérité sortir? Avant que Josiah puisse répondre, Mathias s'éloigna rapidement, le laissant seul dans le couloir, l'esprit en tumulte. Cette révélation cryptique plongea Josiah dans une confusion totale. Une première épouse? C'était impossible. Tout le monde en Louisiane connaissait l'histoire d'Édouard Beaumont. Fils unique d'une riche famille de planteurs, il avait hérité du domaine à 25 ans à la mort de son père. Il avait ensuite multiplié la fortune familiale par des investissements judicieux. À 39 ans, il avait épousé Céleste de la Roche, unique héritière d'une fortune maritime. Un mariage brillant, célébré en grande pompe. Jamais personne n'avait mentionné une union antérieure. Pourtant, pourquoi Mathias mentirait-il sur un sujet aussi vérifiable? Et que signifiait cette mention de 1838? Cette année-là, le majordome s'en souvenait vaguement. Le jeune Édouard Beaumont avait quitté la Louisiane pendant plusieurs mois. Un voyage d'affaires à Cuba, avait-on dit. Il était revenu changé, plus sombre, plus renfermé. Mais de là à imaginer qu'il aurait été marié, Josiah décida de mener sa propre enquête. Il savait où le gouverneur conservait ses archives personnelles les plus anciennes, dans une malle cadenassée au grenier, parmi d'autres souvenirs de famille. Cette nuit-là, le majordome monta discrètement sous les combles. La malle était couverte de poussière, manifestement non ouverte depuis des années. Avec un tournevis, il força le cadenas rouillé. À l'intérieur, il trouva des lettres jaunies, des photographies, des documents légaux. Il fouilla méthodiquement à la lueur d'une bougie, les mains tremblantes d'anticipation et d'angoisse. Et finalement, tout au fond, sous une pile de vieux registres de comptes, il découvrit une enveloppe scellée à la cire rouge. Il brisa le sceau, sortit les documents. Son cœur se mit à battre violemment quand il comprit ce qu'il tenait entre les mains. Un certificat de mariage daté du 15 juin 1837. Édouard Beaumont et Marguerite Fontenay, mariés à La Havane, Cuba. Une photographie montrait une jeune femme au visage doux, aux cheveux sombres, au sourire timide. Au dos, une inscription à l'encre pâlie. Ma bien-aimée Marguerite, juin 1837. D'autres papiers accompagnaient le certificat. Des lettres d'amour, pleines de passion et de tendresse. Des poèmes copiés de la main d'Édouard. Des billets griffonnés rapidement, témoignant d'un bonheur évident. Josiah lisait ces mots avec une stupéfaction croissante. Il n'aurait jamais imaginé que le gouverneur austère et contrôlé qu'il connaissait avait pu écrire des phrases aussi enflammées. Puis il trouva autre chose. Un acte de décès. Marguerite Fontenay-Beaumont, décédée le 3 mars 1838 à Belle-Rivière, Louisiane. Cause du décès: fièvre puerpérale. Josiah relut plusieurs fois le document, essayant de comprendre. Fièvre puerpérale. Une complication post-accouchement. Marguerite était donc morte en couche. Mais où était l'enfant?
Aucun acte de naissance dans l'enveloppe, aucune mention d'un bébé. Il continua à fouiller de plus en plus fébrile. Et au fond de la malle, caché sous un linge, il découvrit un dernier document qui lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Un registre personnel, tenu par Édouard Beaumont lui-même. Une sorte de journal intime couvrant les années 1837 et 38. Josiah le feuilleta rapidement, lisant des passages au hasard. Fin juin 1837. Nous sommes rentrés à Belle-Rivière aujourd'hui. Marguerite est émerveillée par le domaine. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. 15 septembre 1837. Marguerite m'a annoncé la nouvelle ce matin. Nous attendons un enfant pour mars. Je suis fou de joie. 10 janvier 1838. Père est furieux. Il refuse de reconnaître mon mariage. Il dit que Marguerite n'est pas de notre rang, que sa famille n'a aucune fortune, aucun nom. Il menace de me déshériter si je ne fais pas annuler cette union. Je lui ai dit qu'il pouvait garder son argent. J'ai Marguerite, j'ai notre enfant à venir. C'est tout ce qui compte. 1er mars 1838. Les douleurs ont commencé cette nuit. Le médecin est venu de la Nouvelle-Orléans. Il dit que tout se passe normalement. 3 mars 1838. Mon Dieu, mon Dieu. Marguerite est morte, l'enfant aussi, un garçon, mort-né. Ils sont partis tous les deux. Je ne veux plus vivre. Les pages suivantes étaient presque illisibles, l'écriture devenant de plus en plus erratique, témoignant d'un désespoir absolu. Puis, brusquement, plusieurs pages avaient été arrachées. Le journal reprenait 3 mois plus tard, en juin 1838. 8 juin 1838. J'ai fait ce qu'il fallait. Père avait raison. Personne ne doit savoir. Les registres ont été modifiés. Les témoins se sont tus. Le docteur Mercier a accepté l'argent. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Marguerite n'a jamais existé. Notre fils n'a jamais existé. Je suis redevenu le célibataire que j'étais, libre de me remarier avantageusement, comme l'exige mon rang. 15 juin 1838. J'ai enterré tous ces effets dans le caveau familial. Personne ne les trouvera. Les domestiques qui la connaissaient ont été vendus ou renvoyés. Les nouveaux ne sauront rien. Dans quelques années, je pourrai épouser une femme appropriée, bâtir une famille respectable. Personne ne saura jamais que j'ai trahi la mémoire de Marguerite pour préserver ma position sociale. Josiah referma le journal, les mains tremblantes. Il comprenait maintenant. Le gouverneur avait effacé toute trace de son premier mariage, pour des raisons de convenance sociale, de stratégie familiale, de préservation de la fortune. Il avait laissé mourir la mémoire de sa première épouse, avait prétendu qu'elle n'avait jamais existé, puis s'était remarié avec Céleste, comme si de rien n'était. Mais comment Céleste avait-elle découvert cette histoire? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour la situation actuelle? Le majordome redescendit du grenier, l'esprit en tumulte. Il devait parler à madame, lui dire qu'il savait, comprendre ce qu'elle comptait faire de ces informations. Si cette histoire vous glace le sang, laissez un like et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Croyez-vous que Céleste va révéler le secret du gouverneur? Et quel est vraiment le rôle de Mathias dans tout cela? Il trouva Céleste dans le petit salon, assise près de la fenêtre, regardant la pluie qui commençait à tomber. Elle leva vers lui des yeux rougis, comme si elle avait pleuré. « Josiah, dit-elle d'une voix fatiguée, vous vouliez me parler ?» Le majordome s'avança, mal à l'aise. « Madame, j'ai découvert certaines choses, des choses concernant le passé du gouverneur. » Elle eut un sourire triste. « Je sais ce que vous avez trouvé. La malle au grenier. Je m'attendais à ce que quelqu'un finisse par y monter. » Elle se leva, s'approcha de lui. « Vous voulez savoir comment j'ai appris ?» Josiah hocha la tête, incapable de parler. « C'était il y a 6 mois. J'ai reçu une lettre anonyme. Quelqu'un m'indiquait où chercher, quoi chercher. Au début, je n'y ai pas cru. Puis j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé des incohérences dans les documents officiels, des trous dans les registres paroissiaux, des serviteurs qui avaient tous été renvoyés la même année. Alors j'ai demandé à Mathias de m'aider.
Elle vit l'expression sur le visage du majordome. Oui, Mathias. Il sait lire, écrire, comprendre les documents légaux. Et il est discret. Madame, ce que vous sous-entendez, les gens parlent. Ils pensent que vous et lui. Je sais ce qu'ils pensent. Sa voix se durcit. Laissez-les penser. La vérité est bien différente. Mathias et moi, nous avons une relation purement intellectuelle. Il m'aide dans mes recherches. En échange, je lui apprends. Je lui enseigne la littérature, la philosophie, l'histoire. Des choses qu'un homme de sa condition ne devrait jamais connaître. Et oui, je réalise le danger. Mais je m'en moque. Pourquoi faites-vous tout cela? Céleste retourna vers la fenêtre. Quand elle reprit la parole, sa voix tremblait légèrement. Parce que j'ai compris qui était vraiment mon mari. Un homme capable d'effacer l'existence d'une femme qu'il prétendait aimer. Un homme qui a sacrifié la mémoire de son épouse et de son enfant mort-né pour préserver sa réputation et sa fortune. Elle se tourna vers Josiah, les yeux brillants. Savez-vous ce qu'il m'a dit le jour de notre mariage? Que j'étais son premier amour, que je serais la mère de ses enfants, que nous bâtirions une vie ensemble. Tout cela était un mensonge, j'étais juste une alliance avantageuse. Une dot qui convenait. Mais madame, tous les mariages de notre société sont ainsi. Peut-être, mais moi j'avais cru autre chose. Elle essuya ses yeux d'un geste brusque. Et puis j'ai découvert pire. Bien pire. Quoi donc? Céleste hésita longuement avant de répondre. Marguerite n'est pas morte de fièvre puerpérale. Elle a été tuée. Le silence qui suivit cette déclaration sembla s'étirer à l'infini. Josiah fixait sa maîtresse, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Tuée, mais le certificat de décès, falsifié, comme tout le reste. Céleste sortit une liasse de papier de son secrétaire. J'ai retrouvé le docteur Mercier, celui qui a signé l'acte de décès. Il est très vieux maintenant, malade, proche de la mort. Il vit dans un hospice à la Nouvelle-Orléans. Je suis allé le voir il y a 2 mois. Au début, il a refusé de parler. Puis, je lui ai dit que je savais qu'il avait été payé pour mentir. Alors il a craqué, il m'a tout raconté. Elle tendit les papiers à Josiah. C'était une déposition écrite, signée de la main tremblante du vieux médecin. Le majordome lut, horrifié. Selon le témoignage, Marguerite n'était pas morte en couche. Elle avait survécu à l'accouchement malgré des complications. L'enfant était vivant, un garçon comme l'avait noté Édouard dans son journal. Mais le père du gouverneur, ce patriarche impitoyable, avait refusé d'accepter cette mésalliance. Il avait exigé que son fils fasse disparaître toute trace de ce mariage déshonorant. Et Édouard, écrasé par la pression paternelle, affaibli par le chagrin, avait accepté un plan terrible. Le bébé avait été donné à une famille d'esclaves qui devait l'élever en secret. Quant à Marguerite, trop faible pour protester, on lui avait administré une dose mortelle de laudanum. Le docteur Mercier avait signé un certificat de décès mensonger. Le corps avait été enterré discrètement dans une partie reculée du domaine, pas même dans le caveau familial comme le prétendait le journal. « Mon Dieu !» murmura Josiah. « C'est un meurtre. » Oui, un meurtre orchestré par le père d'Édouard, exécuté avec la complicité de mon mari. Céleste reprit les documents. Et ce n'est pas tout. L'enfant. Vous vous demandez ce qu'il est devenu? Le majordome la regardait, paralysé d'horreur. Il a grandi dans les quartiers des esclaves. On lui a donné un autre nom. Il ne sait rien de ses véritables origines. Mais moi, je sais qui il est. Elle marqua une pause. C'est Mathias. Le monde sembla basculer autour de Josiah. Mathias, le secrétaire personnel du gouverneur, l'homme qui jouissait de privilèges inexplicables, celui à qui Édouard faisait confiance pour ses affaires les plus intimes, son propre fils, réduit en esclavage, propriété de son père biologique qui ignorait sa véritable identité. Vous en êtes certaine? Absolument. J'ai retrouvé la famille esclave à qui le bébé a été confié. La femme est morte depuis longtemps, mais son mari vit encore. Il travaille dans les champs de canne. Il m'a tout confirmé. Il a élevé Mathias comme son propre fils, sans jamais lui dire la vérité. Mais il a conservé une preuve. Céleste sortit un médaillon en argent. Ceci appartenait à Marguerite.
Le docteur Mercier l'a laissé avec le bébé, un dernier souvenir de sa mère. Il contient une mèche de cheveux et une inscription gravée à l'intérieur. Elle ouvrit le bijou. Sur l'une des faces intérieures, on pouvait lire « Pour mon fils, né le 2 mars 1838, je t'aimerai toujours, Marguerite ». Josiah prit le médaillon d'une main tremblante. « Mathias, sait-il » ?« Oui, je lui ai dit il y a 3 semaines. » Céleste se laissa tomber sur une chaise, soudain épuisée. Vous auriez dû voir son visage, l'incrédulité, puis la colère, une colère terrible. Toute sa vie a été un mensonge. Il est le fils légitime d'un gouverneur, l'héritier d'une fortune immense, et il a été réduit en esclavage, contraint de servir son propre père, de l'appeler maître. Pourquoi lui avoir révélé tout cela? Parce que c'est juste, parce qu'il méritait de savoir. Elle releva la tête, le regard dur, et parce que j'ai besoin de lui pour détruire Édouard. Détruire? Oui, je vais révéler toute l'histoire. Le meurtre de Marguerite, la falsification des documents, l'esclavage de son propre fils. Édouard perdra tout, sa réputation, son poste de gouverneur, sa fortune. Il sera ruiné, peut-être même jugé pour meurtre complice. Josiah secoua la tête, terrifié par ce qu'il entendait. « Madame, vous ne pouvez pas faire ça, les conséquences. » « Je me fiche des conséquences. » Céleste se leva brusquement. « Cet homme m'a épousé sous de faux prétextes. Il m'a menti pendant 9 ans. Il a laissé mourir une femme innocente et a réduit son propre enfant en esclavage. Il mérite d'être puni. » Et Mathias? Qu'adviendra-t-il de lui? Je vais demander l'annulation de mon mariage. Je vais revendiquer la moitié de la fortune des Beaumont. Et avec cet argent, j'achèterai la liberté de Mathias. Je lui rendrai son identité véritable. Je ferai reconnaître ses droits d'héritier. Son visage s'illumina d'une détermination farouche. Justice sera rendue. Josiah comprit alors l'ampleur du plan. Ce n'était pas une simple histoire d'adultère comme tout le monde le croyait. C'était une vengeance méticuleusement préparée. Une vengeance qui allait faire exploser l'un des plus grands scandales que la Louisiane ait jamais connu. Quand comptez-vous agir? Édouard arrive après-demain, le 15 avril. Céleste sourit amèrement. Ce jour-là, je lui présenterai les preuves. Je lui donnerai une chance de reconnaître la vérité volontairement. S'il refuse, je contacterai les journaux, les autorités, les tribunaux. Tout le monde saura. Et s'il accepte de reconnaître Mathias, alors peut-être pourrons-nous trouver un arrangement. Une reconnaissance discrète, une compensation financière, la liberté pour Mathias, et mon départ de Belle-Rivière. Elle soupira. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cet homme, je veux juste réparer une injustice. Josiah quitta le salon, la tête lourde. Il savait qu'il aurait dû avertir le gouverneur. C'était son devoir en tant que majordome loyal. Mais une partie de lui-même était révoltée par ce qu'il avait appris. Un père qui réduit son propre fils en esclavage. Une jeune femme assassinée pour des questions d'honneur familial. Des décennies de mensonges. Qui méritait vraiment sa loyauté? Cette nuit-là, Josiah ne dormit pas. Il resta éveillé, tournant et retournant le problème dans son esprit. Au petit matin, il avait pris sa décision. Il n'interviendrait pas. Il laisserait les événements suivre leur cours. Quelle que soit l'issue, justice serait faite d'une manière ou d'une autre. Le 14 avril, la tension à Belle-Rivière était palpable. Céleste passa la journée enfermée dans ses appartements, relisant ses documents, préparant ses arguments. Mathias, lui, semblait étrangement calme. Il accomplissait ses tâches habituelles comme si de rien n'était. Mais Josiah, qui le connaissait bien, pouvait voir la tempête qui grondait sous cette façade tranquille. Le soir, le majordome croisa Mathias dans les écuries. Le jeune homme sellait un cheval, celui qu'il montait parfois pour porter des messages urgents. « Vous partez » demanda Josiah. Mathias se retourna. À la lueur de la lanterne, son visage paraissait transformé. Ce n'était plus le secrétaire obéissant, l'esclave résigné. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus dur, de plus déterminé. Je vais à la Nouvelle-Orléans. Madame Beaumont m'envoie porter des lettres à son avocat.
Des lettres très importantes. Il caressa l'encolure du cheval. Demain, quand le gouverneur arrivera, tout sera déjà en route. Les journaux recevront leurs copies. Les autorités aussi. Il ne pourra rien arrêter. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Une fois lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. Mathias fixa Josiah droit dans les yeux. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais une propriété, un objet, quelque chose qu'on achète et qu'on vend. Maintenant je découvre que je suis le fils d'un homme riche et puissant, que ma mère a été tuée pour me priver de mon héritage, que mon père m'a transformé en esclave pour cacher sa honte. Sa voix se brisa légèrement. Alors oui, je suis sûr, je veux que le monde sache, je veux que mon père paie pour ce qu'il a fait. Il monta en selle, s'apprêtant à partir, mais il se retourna une dernière fois. Josiah, quand tout ça éclatera, beaucoup de gens souffriront. Vous serez peut-être chassés. Les autres domestiques aussi. Je suis désolé. Mais il faut que ce secret sorte au grand jour. Puis il talonna le cheval et disparut dans la nuit. Le 15 avril se leva sur Belle-Rivière dans une atmosphère de fin du monde. Le ciel était bas, chargé de nuages noirs. L'air sentait l'orage. Les esclaves travaillaient dans les champs avec un malaise diffus, sentant que quelque chose de terrible allait se produire sans savoir quoi. Vers 10 heures du matin, un bateau à vapeur accosta au quai de la plantation. Édouard Beaumont en descendit, accompagné de 2 assistants et de plusieurs malles de bagages. Le gouverneur paraissait fatigué mais satisfait. La session législative s'était bien passée, il avait obtenu les votes qu'il souhaitait, sa position politique était consolidée. Josiah l'accueillit au pied des marches de la grande maison. « Bienvenue à la maison, monsieur le gouverneur. »« Merci, Josiah. Où est madame Beaumont ?»« Dans le salon, monsieur, elle vous attend. » Édouard fronça les sourcils, percevant quelque chose d'inhabituel dans le ton du majordome. Mais il ne fit aucun commentaire. Il monta les marches, entra dans la maison. Céleste se tenait debout près de la cheminée éteinte, vêtue d'une robe sombre, très droite, très calme. Sur la table devant elle était posée une liasse de documents. « Céleste, » dit Édouard avec un sourire, « tu m'as manqué. Nous devons parler. » Le ton arrêta net le gouverneur. Il s'avança lentement, étudiant le visage de sa femme. « Que se passe-t-il ?»« Je sais tout, Édouard. Marguerite, l'enfant, le meurtre, Mathias. » Le sang se retira du visage du gouverneur. Il resta immobile pendant de longues secondes, comme pétrifié. Puis, très lentement, il s'assit sur une chaise, les jambes soudain incapables de le porter. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-il faiblement. « Ne mens pas. J'ai toutes les preuves. Le certificat de mariage original, le témoignage du docteur Mercier, le médaillon de Marguerite, les aveux du vieil esclave qui a élevé ton fils. » Elle désigna les documents. « Tout est là. Et des copies ont été envoyées cette nuit à la Nouvelle-Orléans, aux journaux, aux autorités, à mes avocats. D'ici demain, toute la Louisiane saura ce que tu es vraiment. » Édouard releva brusquement la tête. « Tu n'as pas fait ça. »« Si, c'est fait. Tu te rends compte de ce que tu viens de détruire? Ma carrière, ma réputation, ma famille. » Sa voix montait, teintée de panique. « Et ta propre réputation aussi. Tu seras associé à ce scandale. Personne ne voudra plus te recevoir. Je m'en fiche. Je n'ai plus rien à faire de cette société hypocrite. » Céleste s'approcha de lui, le regardant de haut. « Tu as tué une femme innocente. Tu as réduit ton propre fils en esclavage. Tu mérites tout ce qui va t'arriver. Ce n'était pas mon choix. » Édouard se leva brusquement, le visage déformé par l'angoisse. « Mon père, il m'a forcé. J'étais jeune, faible. Je n'ai pas eu le courage de lui résister. Mais j'aimais Marguerite. Je l'aimais vraiment. Et pourtant tu l'as laissée mourir. Je ne savais pas. Mon père m'a dit qu'elle était morte naturellement. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que j'ai découvert la vérité. Et alors il était trop tard. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. J'ai essayé de compenser. J'ai donné à Mathias une vie meilleure que celle des autres esclaves. Je lui ai appris à lire, à écrire. Je l'ai gardé près de moi, sans jamais lui dire qui il était vraiment.
Comment aurais-je pu? Cela aurait tout détruit. Édouard tomba à genoux. Je t'en supplie, Céleste. Arrête tout ça. Je ferai n'importe quoi. Je te donnerai ce que tu veux, de l'argent, le divorce, la reconnaissance de Mathias. Mais épargne-moi cette humiliation publique. Céleste le regarda longuement, le visage impassible. Puis elle secoua la tête. Non, la vérité doit sortir. Pour Marguerite, pour Mathias, pour toutes les autres victimes de ce système abominable que tu incarnes. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Mathias entra, suivi de Josiah qui tentait vainement de le retenir. Le jeune homme s'avança vers Édouard, qui s'était relevé et le fixait avec une expression d'horreur mêlée de reconnaissance. « Père » dit Mathias, le mot tombant comme une pierre dans le silence. Édouard chancela. « Mathias, je... » « Taisez-vous. » Le jeune homme s'arrêta à quelques pas de lui. « Toute ma vie, je vous ai admiré. J'ai cru que votre bonté envers moi venait d'une générosité naturelle, que vous étiez un maître meilleur que les autres. Maintenant je sais la vérité. Vous n'étiez pas bon, vous étiez coupable. Et votre culpabilité vous rongeait. Je suis désolé. Si j'avais su quoi faire, vous auriez pu me libérer. » La voix de Mathias explosa dans la pièce. « À n'importe quel moment. Vous étiez le gouverneur de cet État, vous aviez le pouvoir de me donner ma liberté, de reconnaître ma filiation, de me rendre mes droits. Mais vous ne l'avez pas fait, parce que cela aurait révélé votre secret. Alors vous avez préféré me garder comme esclave, comme votre propriété, plutôt que de risquer votre précieuse réputation. » Édouard ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre. Tout était vrai. Un long silence tomba sur la pièce. Dehors, le tonnerre gronda, annonçant l'orage imminent. Ce qui se passa dans les heures suivantes ne fut jamais complètement éclairci. Les versions divergent selon les témoins, mais certains faits sont établis. Vers midi, des cris furent entendus venant du salon, puis un coup de feu. Le personnel accourut pour trouver la porte verrouillée de l'intérieur. Il fallut la forcer. Quand ils entrèrent enfin, ils découvrirent une scène de cauchemar. Édouard Beaumont gisait sur le sol, une blessure par balle à la poitrine. À côté de lui, son pistolet personnel, celui qu'il gardait toujours dans son bureau. Céleste se tenait debout près de la fenêtre, le visage livide, en état de choc. Mathias avait disparu. Le gouverneur vivait encore, mais à peine. On envoya chercher un médecin, mais tout le monde savait qu'il était trop tard. Édouard mourut 1 heure plus tard, sans avoir repris conscience. Selon le rapport officiel, il s'était suicidé dans un accès de folie. Mais certains murmurèrent que la blessure ne correspondait pas à un suicide, que l'angle du tir suggérait plutôt que quelqu'un d'autre avait tiré. Était-ce Céleste? Était-ce Mathias? Ou Édouard s'était-il vraiment donné la mort, incapable de supporter la honte à venir? On ne retrouva jamais Mathias. Il disparut cette nuit-là, profitant de la confusion et du chagrin qui paralysaient le domaine. Certains dirent l'avoir vu partir à cheval vers le nord. D'autres affirmèrent qu'il avait pris un bateau à vapeur vers la Nouvelle-Orléans. Une rumeur persistante voulait qu'il ait fui vers le Canada, rejoignant les réseaux clandestins qui aidaient les esclaves à gagner leur liberté. Céleste Beaumont fut interrogée longuement par les autorités. Elle maintint sa version. Le gouverneur, confronté au scandale imminent, avait choisi de se suicider. Elle produisit tous les documents qu'elle avait rassemblés, prouvant l'histoire de Marguerite et du fils caché. Mais curieusement, ces documents ne furent jamais rendus publics. Le nouveau gouverneur par intérim, un ami proche d'Édouard Beaumont, ordonna que l'affaire soit classée secrète. Pour le bien de l'État, dit-il, pour préserver la dignité de la fonction. Les journaux qui avaient reçu des copies des documents reçurent des visites de fonctionnaires influents. Les articles préparés ne furent jamais publiés. Le docteur Mercier mourut subitement dans son hospice avant de pouvoir être officiellement interrogé. En quelques semaines, un voile de silence tomba sur toute l'affaire. Officiellement, le gouverneur Édouard Beaumont était mort d'une crise cardiaque. Sa veuve, éplorée, vendait le domaine de Belle-Rivière et retournait vivre dans sa famille à Charleston. Le secrétaire personnel du gouverneur, un esclave nommé Mathias,
avait profité de la confusion pour s'enfuir. Une récompense était offerte pour sa capture, mais sans grand espoir de succès. Quelques personnes, très peu, connaissaient la vérité. Josiah était de celles-là. Il avait été présent cette matinée tragique, avait entendu les accusations, les pleurs, les cris. Il savait que quelque chose de terrible s'était produit dans ce salon, mais il ne parla jamais. Jusqu'à sa mort, 20 ans plus tard, il garda le secret. Prudence, la servante, avait vu Mathias sortir en courant de la maison, du sang sur sa chemise. Mais elle aussi se tut. Que pouvait-elle dire? Qui l'aurait écoutée, elle, une simple esclave? Les années passèrent. Belle-Rivière fut rachetée par une famille du Nord. La grande maison fut rénovée, repeinte, transformée. Les nouveaux propriétaires ne savaient rien du drame qui s'y était joué. Ou peut-être le savaient-ils et préféraient-ils oublier. La guerre de sécession éclata 14 ans plus tard. La Louisiane fut ravagée, ses plantations brûlées, son système esclavagiste détruit. Belle-Rivière survécut au combat, mais déclina inexorablement. Après la guerre, avec l'abolition de l'esclavage, le domaine ne fut plus rentable. Il fut progressivement abandonné, tombant en ruine. En 1890, un historien local entreprit de documenter les anciennes familles patriciennes de Louisiane. Il entendit parler de l'histoire étrange du gouverneur Beaumont. Il fouilla dans les archives, interrogea les vieux habitants de la région. Mais il ne trouva presque rien. Quelques allusions vagues, des rumeurs contradictoires, des documents manquants dans les registres officiels. Il rédigea néanmoins une note dans son ouvrage, publié en 1895. Le gouverneur Édouard Beaumont mourut en avril 1847 dans des circonstances qui restent obscures. Des rumeurs persistantes parlent d'un scandale impliquant son épouse et un esclave. Mais aucune preuve tangible n'a pu être retrouvée. L'affaire reste l'un des mystères non résolus de notre histoire. Quant à Mathias, personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Avait-il réussi à gagner sa liberté? Était-il mort en fuyant? Vivait-il quelque part sous un autre nom, gardant pour lui le secret de ses origines? En 1923, un vieil homme noir se présenta aux archives de la Nouvelle-Orléans. Il dit s'appeler Michael Fontaine et cherchait des informations sur sa famille. Il expliqua que son grand-père s'appelait Mathias, qu'il avait été esclave à Belle-Rivière, qu'il s'était enfui en 1847. L'archiviste fouilla dans les registres, mais ne trouva aucune trace d'un esclave nommé Mathias sur cette plantation. « C'est étrange, » dit l'homme. « Mon grand-père me racontait toujours cette histoire. Il disait qu'il était le fils caché d'un gouverneur, que sa mère avait été assassinée, que tout avait été étouffé. » Il secoua la tête, tristement. « Je suppose que ce n'était qu'une légende familiale, une histoire pour se donner de l'importance. » Mais en quittant les archives, il laissa tomber quelque chose. L'archiviste le ramassa. C'était un vieux médaillon en argent, terni par le temps. Elle l'ouvrit machinalement. À l'intérieur, presque illisible, on pouvait encore déchiffrer une inscription gravée. « Pour mon fils, né le 2 mars 1838, je t'aimerai toujours. Marguerite. » L'archiviste resta longtemps à contempler le bijou. Puis, lentement, elle referma le médaillon et le rangea dans un tiroir, parmi d'autres objets non identifiés. Elle ne le montra à personne. Elle ne fit aucune recherche. Parfois, pensa-t-elle, il vaut mieux laisser le passé enterré. Aujourd'hui, Belle-Rivière n'existe plus. L'emplacement est devenu un parc industriel. Rien ne rappelle la grande demeure qui s'élevait là autrefois. Les archives judiciaires de la Nouvelle-Orléans conservent toujours ce dossier barré à l'encre noire, interdit d'accès. De temps en temps, un historien curieux demande à le consulter. On lui répond invariablement que le dossier a été perdu dans l'incendie de 1944 qui détruisit une partie des archives. Mais certaines nuits, dit-on, dans les quartiers créoles de la Nouvelle-Orléans, on peut entendre les vieilles femmes raconter une histoire. L'histoire d'une plantation maudite, d'un amour interdit, d'un secret terrible, enfoui sous des décennies de mensonges. L'histoire d'une femme qui chercha la justice, d'un homme qui découvrit son identité volée,
d'un gouverneur qui paya le prix de ses crimes. Est-ce que cette histoire est vraie? Personne ne peut le dire avec certitude. Les preuves ont disparu. Les témoins sont morts. Les documents ont été détruits ou cachés. Il ne reste que des murmures, des légendes, des doutes. Mais parfois, quand le vent souffle depuis les bayous, chargé de l'odeur lourde des marécages, on peut presque entendre les échos d'une époque révolue. Les cris d'une femme trahie, les pleurs d'un enfant volé, le coup de feu qui mit fin à un règne de mensonges. Et on se demande, tout cela s'est-il vraiment passé? Ou n'est-ce qu'une autre histoire inventée pour effrayer les enfants le soir venu? La vérité, comme toujours, reste enfouie quelque part entre la mémoire et l'oubli, entre ce que nous savons et ce que nous préférons ignorer, entre l'histoire officielle et les secrets que chaque famille porte en elle. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que tout cela a pu réellement se produire dans la Louisiane du 19e siècle? Dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez qu'il est vraiment arrivé à Mathias. A-t-il trouvé sa liberté? A-t-il vécu libre sous un autre nom? Ou son destin fut-il plus sombre encore? Si vous aimez ces histoires de mystères historiques, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec tous ceux qui, comme vous, sont fascinés par les secrets enfouis du passé. Car chaque famille, chaque demeure ancienne, chaque région possède ses ombres. Et certaines de ces ombres ne demandent qu'à ressurgir.